Allez, bonjour Jessica, comment vas-tu? Salut Seb, ça va? Merci et toi? Ça va, ça va. Bienvenue sur le podcast. Merci, c'est gentil. Bah écoute, on va commencer direct, hein. Je vais te laisser un petit peu te présenter et puis nous parler de ton parcours dans le monde du sport. Alors du coup, je m'appelle Jessica, j'ai 31 ans, je suis coach sportive depuis maintenant bientôt 12 ans et j'ai ouvert ma salle de sport il y a de ça 2 ans. Qu'est-ce que tu as fait comme étude pour devenir coach? J'ai fait des études en sciences du sport, donc c'est pas un parcours, disons, tout à fait traditionnel. J'ai pas fait FITS-Pro, qui serait la voie, disons, la plus logique pour devenir coach sportive. J'ai étudié les sciences du sport à l'université de Lausanne. Donc, j'ai fait un bachelor en sciences du sport et ensuite j'ai enchaîné avec un master en activité physique adaptée et santé. Ok, d'accord. Et qu'est-ce qui t'a poussé du coup à partir vers cette voie, études en sciences du sport? Pour moi, ça a été tout à fait logique parce que je suis une grande passionnée du sport. J'ai toujours pratiqué le sport et ce depuis ma plus tendre enfance. Donc, c'est tout naturellement, disons, que je me suis tournée vers le sport. J'ai quand même hésité un tout petit peu au début avec l'école d'ostéopathie qui a fermé ses portes, en fait, à Lausanne juste avant que je vienne à Lausanne. Donc, du coup, c'est pour ça, disons, que mon choix, il a été aussi clair parce que je voulais absolument travailler avec le corps, que ce soit l'ostéopathie ou la physiothérapie ou finalement les études en sciences du sport. Il y a toujours cet aspect corps et j'aime trop le fonctionnement du corps, en fait, donc je me voyais pas faire autre chose. D'accord, ok. Du coup, pourquoi tu dis que c'était pas un parcours traditionnel, que tu étais parti vers un bac et un master plutôt que Fit Sport, c'est ça? Oui, FITS-Pro, c'est une formation voilà, pour devenir coach sportive en Suisse. Pourquoi? Parce qu'en fait, à la base, j'ai quand même hésité un tout petit peu à devenir prof de sport dans les écoles. Du coup, ça me laissait, disons, plus de liberté par rapport à la suite de ma carrière en faisant mes études en sciences du sport, parce que je trouve que quand on nous pose la question à 15-16 ans, qu'est-ce que tu veux devenir plus tard, c'est pas forcément facile de répondre à cette question, parce que je pense on a tous plusieurs cordes à notre arc, et finalement on pourrait faire plein de choses. Maintenant, quelle est ta passion et qu'est-ce qui va te permettre de vivre en fait de cette passion? Je me suis dit, ouais, pourquoi pas prof de sport? Et plus ça allait de l'avant, j'ai aussi fait quelques remplacements dans les écoles, plus je me disais, bon, c'est sympa, j'aime bien, mais c'est pas ce qui me fait vibrer. J'ai commencé à faire du coaching, en fait, en parallèle de mes études. Et là, je me suis dit, waouh, c'était une évidence pour moi, en fait. Tout le monde, même autour de moi, s'en est aperçu. J'ai toujours été, voilà, passionnée par le sport et j'aime vraiment transmettre, en fait, mon savoir, mes connaissances, aider les gens à se sentir mieux dans leur corps. Donc, voilà pourquoi je me suis tournée vers les études en sciences du sport. Parce que, voilà, le sport, c'est ma passion. Et parce que ça me laissait plus de liberté, disons, pour la suite, par rapport à mes choix professionnels. Ok. Et donc, du coup, prof de sport, ça, tu l'as fait pendant ton cursus pour les Oui, écoles? je l'ai fait pendant mon cursus et puis après mon cursus aussi. Quand j'étais déjà coach sportive, je faisais aussi des remplacements dans les écoles pour me faire un petit peu de sous en parallèle. D'accord, ok. Oui, du coup, je pense que t'avais quoi comme tranche d'âge? C'était des personnes, enfin des jeunes de 15 ans à peu près? Ouais, exact. Des fois plus jeunes, ça dépend des classes, des remplacements que j'avais, mais des plus jeunes, des plus âgés. Mais ça s'est toujours bien passé. Disons, j'ai pas eu de mauvaise expérience. Je pense même que les élèves, ils m'appréciaient plutôt bien. J'ai toujours eu le contact facile aussi avec les jeunes. C'est juste qu'en fait, à l'école, t'es obligé d'être là, t'es obligé de faire du sport. Madame, j'ai mes règles, je peux pas faire ci. Madame, enfin, il y avait toujours finalement, bon, ça c'est une excuse, une bonne excuse entre guillemets, mais il y avait toujours des excuses même qui n'étaient pas vraiment valables pour pas faire du sport parce qu'ils avaient simplement pas envie. Ce que je peux tout à fait comprendre, mais moi, ça faisait pas, c'était pas, comment dire, Oui, c'est c'est pas ce que compliqué. tu recherchais, quoi. Exact, c'est compliqué de transmettre à des gens qui n'ont pas vraiment envie d'apprendre, qui traînent les pieds. Et du coup, c'est vrai qu'en coaching privé, c'est différent parce que les gens, ils se tournaient vers moi avec de réels besoins, plus que des envies, parce que la plupart du temps, c'est vraiment des réels besoins, de se sentir mieux dans leur corps, d'atteindre un objectif précis, que ce soit la compétition ou simplement un objectif esthétique. Mais les gens, ils avaient finalement une motivation qui était plus importante où ils se tournaient vers moi en disant « j'ai besoin que tu m'aides ». Donc, du coup, ils s'investissaient différemment que des élèves dans une école, évidemment. Oui, oui, quand le besoin, comme tu dis, vient de toi-même, t'es Exact. plus investi que voilà quand on te force entre guillemets, même si le sport à l'école est très important pour nos jeunes, sachant qu'en plus avec les derniers chiffres qui sont sortis, le taux d'obésité grimpe en flèche Mhm. d'année en année malheureusement. Mais bon, du coup, c'est vrai que quand t'es forcé à l'école, c'est pas la même chose que tes clients qui ont un réel besoin comme ça. Exactement. Mais c'est une motivation intrinsèque. C'est la personne vraiment qui vient d'elle-même.
Là, ils sont juste là pour être là parce qu'ils sont obligés d'être là. Donc, c'est clair que la motivation n'est pas la même. Exact. Pourquoi as-tu décidé du coup d'ouvrir ta propre salle de sport et de ne pas travailler dans une salle déjà ouverte, par exemple? Bon, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que j'ai travaillé pendant des années dans différentes salles, ce qui m'a permis de me faire les pieds, d'avoir un maximum de bagages et de connaissances par rapport à, dans le milieu, disons, dans le monde du sport et de voir aussi les différentes salles, comment elles étaient construites, etc. J'ai toujours rêvé d'ouvrir ma salle de sport. Après, il faut avoir les fonds pour pouvoir le faire, la possibilité, disons. Et du coup, là, c'était vraiment l'occasion qui faisait le larron. J'ai un client qui était intéressé, qui avait un espace et qui m'a demandé pour ouvrir une salle de sport. Au tout début, j'ai refusé pendant une année parce que je venais de m'engager ailleurs. Et moi, quand je m'engage quelque part, j'aime pas m'engager et arrêter directement tout de suite derrière. Je trouve que ça se fait pas, par respect pour la personne qui nous a fait confiance. Donc du coup, j'ai dit que malheureusement, s'il m'avait posé la question 2 mois plus tôt, j'aurais dit oui avec grand plaisir, mais que là, je m'étais déjà engagée ailleurs. Donc du coup, voilà, j'ai fait mes expériences ailleurs. Et une année après, il est revenu vers moi. C'était un client régulier avec qui je m'entendais super bien. Et il m'a dit, Jessica, j'ai toujours ces 200 mètres carrés. J'aimerais vraiment qu'on ouvre une salle de sport. Qu'est-ce que t'en dis? Et là, je me dis, bon, j'ai fait le tour. J'ai vu tout ce que j'avais à voir. J'ai la possibilité de le faire. Ça va pas se représenter 1000 fois dans ma vie. C'est maintenant ou jamais. Donc du coup, voilà, j'ai ouvert ma salle de sport avec son aide et voilà. Et je suis hyper contente du résultat. Donc, tu as toujours continué à le coacher du coup pendant l'année où tu t'étais engagé pour une autre salle de sport, c'est ça? Oui, exactement. Mais j'étais indépendante, donc je faisais comme je voulais. C'est juste que j'avais, on va dire, principalement mes clients au Non-Stop Gym, c'était en l'occurrence. J'ai travaillé là pendant une année environ. Et voilà, mais j'étais indépendante, donc je faisais comme je voulais, j'arrangeais mon temps comme je voulais. Et lui, j'ai toujours continué de le coacher. Donc ça fait depuis, j'étais au Green Club la première fois que j'ai rencontré, donc ça fait des années maintenant. Et voilà, et on s'entraîne d'ailleurs toujours ensemble à l'heure actuelle. Ok, c'est parfait. Tu peux peut-être nous donner du coup le nom de ta salle de sport où on peut te retrouver sur les réseaux? Bien sûr, c'est Dynamite Training. La salle, elle se situe au chemin de Budron A14 au Mont-sur-Lausanne, sur les Hauts-de-Lausanne. Et l'Instagram, c'est Dynamite DY Training, d'accord? Puis voilà, dynamitetraining.ch, le site, si vous voulez aller faire un tour, allez voir un petit peu de quoi il s'agit, des choses que je propose. Ok, parfait. Quelle valeur et quelle philosophie d'entraînement mets-tu en avant dans ta propre salle de sport? L'entraînement fonctionnel, je dirais en tout premier, parce que c'est une salle en fait qui est un petit peu différente de ce que tu pourrais retrouver, on va dire, dans un fitness standard, où il y a moins de machines, parce que je voulais garder un maximum d'espace pour travailler avec son corps, finalement. Que ce soit avec des outils externes ou pas, donc des barres, des haltères, etc., mais finalement juste avec son corps. Donc pouvoir courir, pouvoir sauter, pouvoir faire de la corde à sauter, enfin, qu'il y ait de l'espace pour bouger. C'est vraiment ça, en fait, la philosophie que je véhicule, c'est cet entraînement fonctionnel, savoir travailler avec son propre corps sans utiliser 1001 machines, parce que c'est la base de l'entraînement pour moi. Et voilà, la bienveillance, évidemment. J'ai envie que les gens ils se sentent bien ici, qu'ils se sentent pas jugés. D'ailleurs, c'est une salle privée, donc les gens peuvent venir plus facilement. Je dirais que dans un fitness où ils ont peut-être plus peur du regard des autres parce qu'ils sont, c'est plus intimiste, disons, l'espace. Et voilà, et qu'il y a un respect, que c'est un peu comme une famille. C'est ce que j'ai réussi à créer. D'ailleurs, je suis très satisfaite de ça parce que les gens se sentent comme à la maison. Donc c'est vraiment quelque chose que je voulais faire. Vous venez ici, c'est un petit peu plus premium, si je puis dire, que dans un fitness, un petit peu plus haut de gamme. C'est vraiment ce côté plus privé que je voulais mettre en avant, que les gens se sentent bien et comme à la maison. Ouais, de toute façon, l'esprit un peu familial dans un gym, moi, je trouve que c'est très important. Tout à fait. C'est sûr que bon, en France, on a pas mal de chaînes de salles de sport, pour en nommer Basic Fit et Fitness Park, par exemple, du côté de chez moi. Ah, c'est vrai que ça a rien à voir. Après, c'est des grosses salles qui font 2-3 000 mètres carrés. Les personnes se connaissent, personne Bien se dit sûr. bonjour. Après, j'étais dans une petite salle qui faisait, allez, je pense à tout casser 120 mètres carrés. Et on se connaissait tous, tu vois, le matin, on se saluait, Bien sûr. on arrivait, à la fin de l'entraînement, on prenait un petit café au bar. Enfin, voilà, je trouve que c'est vraiment cet esprit familial qui est sympa dans les gyms. Et si t'as réussi à faire ça, félicitations en tout cas. C'est gentil, je te remercie. Donc du coup, tu parles de l'entraînement fonctionnel. Que tu peux nous décrire un peu plus ce que c'est et pourquoi as-tu choisi cette approche-là?
Donc l'entraînement fonctionnel, c'est un entraînement qui te permettra de refaire, on va dire, des mouvements du quotidien avec plus d'aisance. Enfin, qui va te permettre d'accéder à toute une palette de mouvements et d'être plus fluide en fait au quotidien, de bouger de façon plus facile. Donc par exemple, soulever une charge sans se faire mal au dos, monter des escaliers sans être trop essoufflé, savoir sauter, savoir accélérer, savoir je sais pas moi, mais c'est vraiment plein de petites choses au quotidien en fait pour te faciliter la vie. Donc si tu sais t'entraîner de manière fonctionnelle, tu seras moins fatigué au quotidien, tu te sentiras mieux dans ta vie quotidienne et surtout, ce qu'on néglige souvent, mais c'est le fait de pouvoir vieillir en bonne santé. Et ça, je pense vraiment que c'est l'argument numéro 1, c'est de vieillir vraiment en bonne santé, de pouvoir rester autonome le plus longtemps possible. Là, c'est ce que je disais dans un autre podcast, c'est pas le but d'aller vraiment le plus loin jusqu'à 100 ans, mais je pense que voilà, c'est d'aller jusqu'à la fin, vraiment comme tu dis, dans les meilleures conditions. Exactement. Sans, bon, après voilà, on y passera peut-être, mais pour éviter tout ce qui est voilà, le fauteuil roulant, etc. Si on peut vraiment, comme tu dis, s'entraîner au quotidien pour aller le plus loin dans les meilleures conditions. Exactement. Et puis éviter aussi les blessures, avoir un corps qui est plus harmonieux, plus équilibré de manière générale en fait. Parce que la prévention des blessures aussi, je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, mais un corps fonctionnel, ça va te permettre aussi d'éviter de te blesser en fait. Et c'est ce qu'on veut éviter à tout prix, parce que quelqu'un qui sait pas soulever, moi je sais pas, un lit, tu déménages, boum, je me fais mal au dos. Quelqu'un qui sait s'entraîner, qui a un corps fort, qui est résistant, qui a été entraîné, il va pouvoir soulever un lit sans se faire mal. D'accord? Donc c'est des petites choses comme ça, on se rend pas compte, mais au quotidien, ça nous facilite la vie et ça nous permet d'éviter de se faire mal et de vivre vraiment en meilleure santé à tout âge. C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, après, du coup, dès qu'il y a un déménagement, c'est souvent celui qui fait du sport qu'on appelle, du coup. Ça, c'est pas faux. Ça, c'est pas faux. Sollicité dans ce cas-là. Ça, je te l'accorde. Du coup, comment adaptes-tu tes séances aux différents profils de sportifs? Est-ce que tu as vraiment que des débutants ou tu as des athlètes confirmés qui se préparent, par exemple, pour des compétitions? Non, j'ai un public plutôt hétérogène. J'ai aussi des anciens sportifs de haut niveau, par exemple, qui reviennent vers moi à la fin de leur carrière, à qui je fais des programmes d'entraînement parce que ils sont un peu déconditionnés, ils ont envie de retrouver la forme, ou ils ont eu des interventions. J'ai eu d'ailleurs récemment un ancien hockeyeur de haut niveau qui est venu vers moi suite à une prothèse de hanche pour se remettre en forme. Donc voilà, j'ai vraiment un peu tout type de profil. Après, bien sûr, j'ai principalement des gens qui veulent se remettre en forme ou simplement rester en bonne santé aussi. Donc voilà, un public très hétérogène, que ce soit des hommes ou des femmes. Comment j'adapte mes séances? Ça dépend vraiment du niveau et des objectifs, disons, de chacun. Aussi des contraintes, parce que certaines personnes, elles ont des blessures, des limitations articulaires, etc. Donc je peux pas faire ce que je veux, je dois faire attention à ça. Et voilà, pour un athlète, disons, confirmé, ce sera plus la technique, ce sera un peu plus spécifique le travail, et on travaillera peut-être plus avec un tempo spécifique aussi, alors qu'avec un débutant, on va vraiment plus, c'est plus la compréhension du mouvement, beaucoup de mobilité pour pouvoir être plus fluide en fait dans le mouvement, parce qu'ils sont souvent un peu raides et ils ont de la peine à exécuter les mouvements correctement. Et c'est pas faute de vouloir, c'est faute de pouvoir justement. Donc la mobilité, c'est vraiment aussi ma spécificité et quelque chose qu'il faut absolument travailler pour être plus fluide et plus performant. D'accord, c'est quelque chose qui a été négligé pendant très longtemps et aujourd'hui on s'aperçoit que vraiment c'est la base du mouvement. Donc important de faire de la mobilité, petite parenthèse. Et voilà comment j'adapte mes séances en fonction de tout ça, du niveau, disons, de mes athlètes, de leurs objectifs et puis des éventuelles contraintes auxquelles je dois faire attention avec eux. C'est vrai que la mobilité, c'est assez important. On la néglige beaucoup. Je pense surtout en musculation. Euh, où on néglige peut-être les étirements en fin de séance ou même simplement des séances de mobilité pures et dures, quoi. Hein. Bien sûr. Je t'avoue, j'en ai fait une hier. J'ai encore des courbatures au niveau des ischios. D'accord. Mais c'est vrai que je vois, sachant que j'ai démarré le Muay Thai l'année dernière, c'est vrai que je vois qu'il y a des mouvements où je suis très limité à cause justement de cette mobilité, de hanches, de jambes tout simplement, hein, pour aller chercher des endroits assez stratégiques. Mais bon, voilà, c'est vrai que quand tu as fait de la musculation pendant des années, c'est un peu dur de se limiter entre guillemets à 15 minutes
de mobilité, de stretching pour aller chercher cette mobilité, cette élongation de muscles. Mais bon, il faut passer par là, qu'on n'a pas trop le choix. Après, c'est drôle ce que tu dis, tu vois, parce que en fait, quand je parle de mobilité, la plupart du temps, parce que j'ai des exceptions. Hier, j'ai un monsieur, il est venu faire 1 heure de mobilité avec moi. Et je peux dire que c'était pas gagné d'avance dans le sens où les premières fois qu'on s'est vu, il était très raide. Mais je pense qu'il en avait besoin, il en avait vraiment besoin, disons, et il sentait ce besoin. Donc voilà. Et là, il le fait maintenant régulièrement, 3-4 fois par semaine de son côté. Et moi, j'ai vu les résultats parce que lui, je le vois très peu. Généralement, je les suis quand même plus, mais lui, je le vois très peu. On se voit une fois tous les mois, tous les 2 mois pour faire le point, pour voir comment ça évolue. Et j'ai vu déjà une belle progression. Ça veut dire que vraiment, tout le monde peut avoir des résultats. Et quand on commence, en fait, c'est là que c'est le plus dur. C'est comme tout. Quand tu commences une nouvelle activité, tu en chies, entre guillemets, vulgairement dit, parce que c'est difficile, parce que tu sors ta zone de confort. Plus tu t'entraînes, plus ça devient facile. Tu vois ce que je veux dire? Donc après, tu prends un certain plaisir aussi, même à faire de la mobilité. Je donne un exemple. Maintenant, des clients avec qui, franchement, quand je parlais mobilité, ils me regardaient, ils me regardaient, non, t'es sérieuse? Et maintenant, si je fais pas la mobilité, entre guillemets, je la fais toujours, mais si je la fais de manière, disons, plus raccourcie, et puis qu'on enchaîne plus vite sur un autre exercice, etc., ils vont me dire, seulement. C'est comme s'ils ont un manque, ils ont ce besoin, en fait. Donc, c'est ça qui est chouette, c'est se créer ce besoin, faire en sorte que les gens, ils ressentent les bienfaits de la mobilité et que ils la fassent finalement naturellement parce qu'ils ressentent les bienfaits, cette dernière au quotidien, quoi. Exact. Que penses-tu du coup du rôle du mental dans la progression sportive et comment aides-tu tes élèves à développer ce côté vraiment mental d'acier? C'est la base, le mental. Parce que sans le mental, je dirais, on va pas très loin, hein, que ce soit dans le sport ou que ce soit dans le domaine privé. C'est important de travailler là-dessus. Souvent, mes élèves, ils vont me dire, j'y arrive pas, je peux plus. C'est ce que j'entends systématiquement. Et ils peuvent encore. Et ils y arrivent. Et en fait, mon rôle, c'est vraiment de leur montrer qu'ils sont capables d'y arriver. Les encourager, valoriser leurs petites réussites. Et voilà, et leur faire reprendre confiance en eux, parce que je pense que c'est vraiment une question de confiance en soi. La plupart du temps, on n'a pas confiance en nous, en fait, et on pense qu'on n'est pas capable, alors qu'en fait, on est tout à fait capable de réussir. Donc voilà, mon rôle, c'est vraiment de les encourager, je dirais, et de les accompagner à faire ce cheminement et à les auto-persuader qu'ils sont capables d'y arriver. Et ils sont capables d'y arriver, bien souvent. Oui, c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est simplement sortir de sa zone de confort qui n'est pas facile au début, mais après, à force de s'entraîner, tu deviens capable à faire encore plus de choses et ça devient de plus en plus facile. Exactement. J'avais noté que tu avais eu 2 ruptures des ligaments croisés et une atteinte au ménisque. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les circonstances de ces blessures? Oui, alors quand j'étais plus jeune, je faisais beaucoup de judo. C'était vraiment mon sport. Pas mal de compétitions également. Et je pense que je savais pas écouter mon corps à l'époque. Vraiment pas. Donc moi, je pensais que plus j'en faisais, mieux c'était. Alors que non, c'est pas ça en fait. J'avais 13 ans à l'époque quand je me suis blessée la première fois. Donc j'avais pas les connaissances que j'ai actuellement. Et j'étais un petit peu, livrée à moi-même par rapport à tout ça. Je pense que même mon entraîneur aussi, il a pas su déceler finalement le surentraînement, les symptômes de surentraînement. Et voilà, je suis arrivée à la blessure. C'était même pas en compétition, c'était à l'entraînement, les 2 fois, parce que j'ai eu deux fois les ligaments croisés, une fois le ménisque aussi, et ce à 1 année d'intervalle. Donc je me suis rétablie complètement à droite et ensuite je me suis fait le ligament croisé à gauche parce que la rééducation, malheureusement, elle a mal été faite avec moi. Donc c'est aussi quelque chose maintenant qui me tient à cœur, c'est d'accompagner les gens, on va dire, pendant une blessure, parce que c'est pas juste une blessure en fait. Pour un sportif, c'est toute sa vie qui s'écroule, pour être tout à fait honnête. Tu perds tous tes repères, tu perds ton identité, c'est très compliqué à gérer une blessure. En fait, on se rend pas compte pour un athlète d'élite ou quelqu'un qui pratique beaucoup de sport. Et voilà, c'était une période de ma vie, disons, très compliquée, mais c'est grâce à cette période et à ces moments difficiles que j'ai pu me reconstruire et que je suis devenue la personne que je suis aujourd'hui. Et je pense que si je fais autant de travail, d'équilibre, de coordination, enfin, je fais pas juste de la force et du cardio comme, disons, la majorité des gens, mais je travaille de manière beaucoup plus profonde, en fait. Pas que de l'aspect esthétique, vraiment l'aspect fonctionnel, comme j'ai déjà dit.
Et ça, je pense, c'est clairement à cause de toutes les choses que j'ai dû traverser, parce que ça a été des épreuves qui ont été vraiment compliquées à gérer, disons. Donc, ça m'a aussi rendue beaucoup plus forte, du coup, mentalement, comme on en parlait tout à l'heure, beaucoup plus résiliente aussi. Et voilà, à mieux apprendre à gérer mon corps, à gérer l'entraînement, parce que la récupération, elle fait partie intégrante de l'entraînement. Donc, c'est pas plus j'en fais, mieux c'est plus je fais les choses correctement, mieux c'est. Donc, la partie récupération, soins, elle fait vraiment partie maintenant de mon quotidien, disons. Ok, donc tu as vraiment adapté ta façon de t'entraîner suite aux blessures que tu as eues plus jeune. Absolument, complètement, ouais. Ok. Est-ce que tu te souviens comment tu avais géré un petit peu ces blessures, tant physiquement que mentalement, du coup, quand tu étais jeune? Comment j'ai géré? J'ai géré au mieux avec les outils que j'avais à disposition à l'époque, c'est-à-dire pas beaucoup, parce que tu vois, à 13 ans, t'es encore dans la préadolescence, tu vois, t'es vraiment encore tout jeune, t'as pas beaucoup de bagages, t'as pas beaucoup de recul, donc je pense aussi pour ça que ça a été peut-être plus difficile, parce que j'étais très jeune, puis que du coup, j'ai l'impression que le monde est en train de me tomber sur la tête à ce moment-là. J'ai géré au mieux, disons, avec ma famille autour. J'avais la chance d'avoir un bel encadrement, que ce soit le judo, ma famille du judo, si je puis dire, qui était très présente pour moi. J'allais quand même toujours les voir pour garder ce contact au moins. Et voilà, et je me suis concentrée sur ma rééducation, le retour au sport très progressif. J'ai fait les choses au mieux. Après, comme je dis, j'ai pas bien été encadrée. Vraiment, j'ai pas compris sur le moment, évidemment, parce que j'avais aucune expérience, sinon j'aurais pas laissé faire de cette manière-là. Mais à l'époque, j'avais aucune expérience, donc j'ai écouté les professionnels que j'avais autour de moi, et ils ont pas toujours fait les bonnes choses. J'ai un genou qui a pas très bien récupéré parce qu'il a mal été opéré. Et ça, c'est un médecin orthopédique ici de Lausanne qui m'a dit que mon ligament croisé avait mal été refait, parce que je comprenais pas pourquoi je récupérais pas aussi bien que l'autre côté. Donc voilà, quand j'ai eu en fait des réponses à mes questions, j'ai pu travailler de manière aussi plus correcte, plus spécifique. Donc, je pense vraiment c'est plus tu vieillis entre guillemets, plus t'as d'expérience, mieux tu te connais, mieux tu peux travailler, et plus tu deviens performant, et voilà. Mais c'est que quand t'es plus jeune, tu écoutes les gens autour de toi, et tu fais au mieux. Mais comment j'ai géré ces blessures? Au mieux, j'ai envie de te dire, mais ça a été difficile à gérer. C'était vraiment voilà, des périodes de ma vie qui ont été compliquées, mais vraiment je les ai utilisées comme une force aujourd'hui. J'en ai fait ma force, et je pense que c'est ça qui fait la différence, c'est la façon dont tu vas prendre les choses. Une blessure, bien sûr, c'est un frein dans ta carrière. Ça peut même être rédhibitoire, hein. Tu peux mettre un terme à ta carrière à cause de ça. Mais tu dois voir toujours le verre à moitié plein. Et je me suis dit, OK, je peux plus faire les jambes en ce moment, enfin, à part la rééducation, OK, mais qu'est-ce que je peux faire? Moi, je peux travailler sur le haut du corps, je peux travailler là-dessus. Donc, je suis plutôt de nature optimiste, et je pense que c'est ça qui m'a permis d'avancer, disons, et puis de me rééduquer au mieux, et puis voilà, de me remettre sur pied, disons. Du coup, tu parles de carrière, mais c'était vraiment judo côté loisir, ou tu faisais beaucoup de compétitions? Alors, j'ai pas mal de compétitions. Après, tu peux pas vraiment faire carrière dans le judo en Suisse. C'est pas un sport qui rapporte beaucoup d'argent, donc je pensais pas faire carrière dans le judo, disons. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de compétitions. J'espérais quand même aller assez loin. J'avais d'assez bonnes prédispositions, mais après, c'est vrai que les blessures, elles m'ont vite ramenée à la réalité. Et voilà, je me suis dit, OK, de toute façon, tu peux pas vivre du judo. Autant maintenant te concentrer sur tes études en sport, en sciences du sport. Et j'arrivais pas à faire les deux, pour être tout à fait honnête, parce que je me blessais encore trop quand je faisais du judo. Il fallait que mon corps il soit à 100% pour réussir une université en sport, parce qu'on a beaucoup de pratiques. Donc ça partait un peu dans tous les sens. On faisait du biathlon, on faisait de la natation, des agrès, du lancer de poids, enfin l'escalade, tous les sports auxquels tu peux penser, je les ai faits en sport, et on était noté, c'était assez exigeant, évidemment, hein. On parle d'université, on parle pas d'une petite école, donc on avait toujours les meilleurs profs de chaque discipline, etc., qui étaient eux assez exigeants, heureusement d'ailleurs, sinon on n'aurait pas il y aurait pas de reconnaissance, pas de crédibilité par rapport aux études que j'ai faites. Donc il fallait que mon corps il soit à 100%. Donc j'ai vite compris qu'il fallait que je fasse un choix, et puis que le judo, malheureusement, c'était pas un sport qui allait me permettre d'en vivre, quoi. Oui, contrairement aujourd'hui à ton métier de coach sportive. Exactement. Oui, donc tu n'avais pas le choix de laisser le judo de côté pour vraiment te créer un physique solide et qui allait être
sur le long terme, voilà, ton gagne-pain entre guillemets. Exactement, c'est tout à fait ça. Ok. Quel conseil donnerais-tu à un sportif qui revient ou justement qui subit une grosse blessure actuellement? Quel conseil pourrais-tu lui donner justement pour sortir un peu de la tête de l'eau et se dire que voilà, tout n'est pas fini, quoi. Bien sûr. Le tout premier, je dirais, c'est la patience. Il faut prendre son mal en patience. Il n'y a pas de miracle. Ça va être long. Une blessure, c'est jamais une partie de plaisir. Il y aura des hauts et des bas. La progression, elle est pas linéaire. Donc c'est ça aussi, c'est que tout à coup tu vois une évolution et après, boum, ça rechute entre guillemets. Tu t'arrives plus, tu reviens en arrière, tu repères confiance. Mais c'est ça, c'est que ta confiance, elle s'ébranle de manière générale déjà, mais aussi par rapport aux membres lésés. Si tu te flingues une épaule, ben t'auras plus de peine. Enfin, il y a des moments où tu dis ça va mieux et tout, ça va, et tout à coup, de nouveau, ça refait mal. Du coup, tu dis mais est-ce que je peux forcer? Est-ce que c'est bien? C'est pas bien? Il y a plein de questions qui se posent. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, t'es un petit peu toujours sur la tangente. Toujours sur la tangente. C'est toujours délicat à gérer une blessure. C'est pour ça qu'il faut bien être accompagné avec de bons professionnels qui t'accompagnent, on va dire, et qui te rassurent aussi, qui te permettent d'évoluer dans la bonne direction, de pas brûler les étapes parce que souvent on veut revenir au sport trop vite et malheureusement on se reblesse. J'ai pas envie de dire comme moi parce que je pense que moi je suis revenue au sport, je suis pas revenue trop vite. Donc la deuxième blessure, elle est pas liée au fait que je sois revenue trop vite au sport, c'est parce que ma rééducation a été mal gérée. Mais je pense que quand même dans bien des cas, c'est quand même un retour au sport qui est trop rapide. Pourquoi? Parce que le sport de haut niveau, il demande, que ce soit le hockey par exemple ou le foot, on demande beaucoup en fait de nos joueurs, etc. Et on veut les remettre sur le terrain tout de suite, quoi. Il faut qu'ils soient sur la glace après 3 mois, alors qu'on sait que une blessure de la sorte, elle en demande 5-6. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, évidemment, on joue avec le feu. Et malheureusement, c'est des êtres humains et on les met en fait injustement, je trouve, en danger parce qu'on doit vraiment respecter les temps de récupération, quoi. Et je pense qu'il faut un programme qui soit progressif pour que le joueur il se blesse pas et qu'il revienne apte finalement à jouer. Parce que si lui-même il a pas confiance, les résultats ils seront pas au rendez-vous non plus, quoi. Ouais, bien sûr. Bon, après, je pense que dans les sports de haut niveau, ça reste une question d'argent, tout simplement, hein. Bien. Si le joueur part, entre guillemets, n'est pas sur le terrain, c'est beaucoup d'argent derrière de perdu, je pense. Tout à Et fait. comme tu dis, c'est de l'humain, quoi. Donc, après, l'argent, c'est bien, mais si la personne n'est pas au top physiquement, les résultats, de toute façon, ne seront pas là derrière. Bien sûr. Selon toi, quelles sont les erreurs les plus fréquentes qui mènent vraiment à des blessures graves? Je pense tout sport confondu, pas spécialement fitness ou autre. Déjà un échauffement inexistant ou bien un peu bâclé dans le sens où certaines personnes n'y réalisent pas qu'un échauffement c'est la clé en fait pour une bonne séance. Pour moi, c'est c'est indispensable. Donc déjà ouais, un échauffement, on va dire qui serait pas fait de manière correcte, enfin qui serait pas fait correctement. Des mouvements aussi qui sont pas bien exécutés. Donc je prends l'exemple d'un développé couché où les bras ils sont pas bien à 45 degrés, on peut vite se blesser par exemple à une épaule. Le manque de récupération. Moi, par exemple, si j'avais pas, c'est vraiment moi mes blessures, elles sont vraiment dues au surentraînement parce que je m'entraînais trop, donc je récupérais pas assez. Donc ça, c'est toutes des choses qui peuvent conduire, disons, à une blessure et qui permettent d'éviter du coup une blessure si on récupère correctement. Normalement, on a moins de probabilité, disons, de se blesser. Et puis le plus important, je dirais, c'est être à l'écoute de son corps en fait, apprendre à déceler les signaux de surentraînement, dire ok là j'ai abusé, j'ai plus de progression, qu'est-ce qui se passe, est-ce que je suis trop fatiguée, est-ce qu'il faut que je revienne en arrière, enfin se poser par moment et puis juste se dire ok maintenant il faut que je me calme, là je suis allée trop loin et là je risque de me blesser, enfin être plus à l'écoute de son corps et puis voilà. Oui, parce que du coup, c'est vrai qu'on néglige souvent le repos. On veut s'entraîner 7 sur 7 parce que on veut des résultats au plus vite, mais Exact. le repos, c'est très bénéfique pour que le corps se repose, puisse reconstruire tous les fibres musculaires détruites lors des entraînements. Bien sûr, c'est essentiel même. Bon, j'avais noté quel est ton regard sur l'importance de la prévention des blessures, mais je pense que On en a déjà parlé ça du coup. on voit que t'es assez impliqué dans ce sujet-là. C'est un sujet vraiment mais je pense même en fait que c'est c'est la raison pour laquelle je suis devenue coach sportive.
Tu vois ce que je veux dire? J'ai toujours voulu aider les gens parce que j'ai moi-même traversé des moments tellement difficiles que je me suis dit si à mon échelle je peux aider les gens, j'ai peut-être un tout petit peu plus, disons, d'empathie entre guillemets par rapport à ça parce que je suis passée par là. Donc je me rends compte finalement de ce que la personne est en train de traverser. Donc une personne qui fait pas de sport ou qui n'a pas vécu des traumatismes pareils, c'est un traumatisme en fin de compte, n'arrivera pas forcément à comprendre et à se mettre à la place de l'autre, tu vois. Moi, je pense que j'ai cette capacité-là et du coup, ça me tient à cœur. Moi, c'est vraiment d'aider les gens. Donc voilà, la prévention des blessures, c'est sûr que c'est un thème qui me touche particulièrement. Oui, c'est certainement le fait de t'avoir été mal accompagné quand tu étais jeune qui t'a vraiment poussé à te dire, bah tiens, je ne laisserai peut-être plus une personne qui subit la même chose que moi vivre la même rééducation et la même chose. Exactement, tout à fait. Oui, après, bon, comme tu dis, pour rebondir là-dessus, c'est vrai que quand tu as eu une telle blessure, tu es un peu plus à même de comprendre et d'orienter les gens vers la bonne voie. C'est ce que je disais avec Aurélien dans le dernier podcast, qui lui s'est fait une très grosse fixation de l'épaule. C'est vrai que quand tu as un client qui vient avec la même blessure ou une même pathologie, bah, toi, sachant que tu vis la même chose, tu es plus à même de pouvoir l'orienter dans la bonne direction, quoi. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment s'entourer de professionnels qui sont compétents, vraiment des meilleurs. Parce que moi, je pense aussi que j'ai pas eu la chance d'être bien encadrée quand j'étais plus jeune, parce que déjà j'étais dans une petite ville où il y avait pas forcément, disons, les meilleurs médecins et je pense honnêtement, hein, vraiment avec le recul, que j'ai pas eu un accompagnement qui était idéal, quoi. On aurait clairement pu optimiser et j'aurais pas dû me reblesser une année après. Et ouais, Malheureusement, c'est arrivé. voilà, c'est des choses qui Mais arrivent. après, c'est important que tu dis de s'entourer vraiment des meilleurs. C'est pareil pour rebondir encore une fois dessus, mais qui disait Aurélien, c'est que même si maintenant toi, voilà, t'es pas calé sur le sujet, c'est bien d'orienter vers des confrères pour vraiment le bien-être du client, quoi, pas vraiment juste ton portefeuille pour avoir un client supplémentaire dans ta liste, quoi. Bien sûr, bien sûr. Et moi, j'ai de la chance d'ailleurs, gros big up à mon physio, Alyosha, qui, je l'appelle mon magicien parce que je pense que sans lui, ça aurait été compliqué, qui m'a toujours suivi et ce depuis des années maintenant, qui est aussi ostéo. Et vraiment, je pense que c'est important de s'entourer de gens comme lui, par exemple, des professionnels qui sont à la pointe dans leur domaine et qui nous permettent finalement d'avancer dans la bonne direction, nous freiner quand il faut aussi, et qui nous connaissent et qui savent vraiment nous aider, quoi, quand il faut, et puis de la bonne manière. Donc moi, je conseille vraiment à tout le monde d'avoir des gens comme ça autour d'eux pour avancer, vraiment avancer et dans la bonne direction, parce que si on n'a pas les bonnes personnes autour, c'est compliqué d'arriver à nos fins. Ouais, bien sûr. Et puis après, quand tu trouves un professionnel de santé qui commence à connaître ton corps, à connaître tes points forts, tes points faibles, c'est très important. Moi, pendant des années, je faisais des sciatiques à répétition tous les 3-4 mois, sans vraiment trop comprendre d'où ça venait. Alors, peut-être du sport, des mauvais mouvements lors de mes entraînements, peut-être. Mais du coup, je me suis orienté vers une chiropractrice. Et en 4-5 séances, elle a su vraiment, voilà, déceler les nerfs, entre guillemets, qui étaient un peu bloqués chez moi. Et depuis, ça fait 5 ans, j'en ai plus refait, quoi. Voilà, et top. T'aurais pu voir, je sais pas moi, 5-6 personnes avant et personne n'aurait vraiment pu t'aider. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, bien sûr, bien sûr. C'est pour ça qu'après, je me suis vraiment orienté vers la chiropraxie parce que c'est assez complet. Les os, les muscles, tout ce qui est nerfs, tendons, ça touche vraiment un peu tout au niveau du corps. Donc, je pense que c'est ce que j'avais besoin pour vraiment un check-up un peu complet, quoi. Tant mieux si t'as trouvé quelqu'un qui a pu t'aider. C'est le plus important. Ah, mais bon, maintenant, en plus, elle est partie, du coup, elle est plus du tout dans mon secteur. Donc, ça fait un petit moment que je l'ai pas vue. Mais ça va mieux quand même. Ouais, ça va mieux. Pour l'instant, je touche du bois. J'ai pas besoin de professionnels de santé. Pour l'instant, ça va. Je suis Ça va, tant mieux. pas trop mal. Pour toi, quels sont les bienfaits du sport sur la santé physique, mais également mentale, selon ton expérience? Le sport, de manière générale, ça permet de réduire tout ce qui est stress, anxiété. Donc, on se sent mieux, moins... Enfin, moi, je vois, hein, si je suis un peu stressée, un peu énervée, etc., je fais ma séance, ça va beaucoup mieux. C'est comme si tous les problèmes disparaissent. Enfin, donc, c'est vraiment un échappatoire, disons aussi. Ça permet de gagner ou regagner, j'ai envie de dire, confiance en soi, par rapport à l'image aussi du corps, ce que tu véhicules,
cette sensation de force que tu peux avoir, se sentir capable de. Bien sûr, ça augmente ton estime de toi. Donc ça aide sur ces points-là. Ouais. Je pense aussi, en tout cas, dans mon cas, par rapport à la résilience aussi, parce que il y a des moments dans la vie où ça va pas comme tu veux, tu dois l'accepter, et puis et c'est ce qui te permet de revenir aussi plus fort par la suite. Ouais, je pense que en fait, ça te permet de te sentir capable de faire beaucoup plus de choses. Quand tu te sens bien dans ton corps, bien dans ta tête, tu te sens capable de faire les choses. Alors que si tu fais pas de sport, déjà, je trouve que tu t'en veux un petit peu. La plupart des gens qui font pas de sport, moi, c'est ce que je vois en tout cas autour de moi, c'est que les gens ils culpabilisent un petit peu de pas faire de sport. Et ça ébranle aussi d'une certaine manière leur confiance en eux, parce que ils se sentent pas vraiment bien dans leur corps. Et qui dit bien dans sa tête, bien dans son corps. Enfin, sauf que les deux sont intimement liés. Donc ouais, le sport et ses bienfaits, ils sont tellement nombreux, mais je dirais que c'est vraiment les plus importants que je viens de citer là. Ok. Tu peux nous donner un exemple d'une transformation un peu inspirante, autant physique que mentale, d'un ou d'une de tes clientes, grâce à ton passage dans sa vie, tout simplement? Ouais, je vais prendre finalement un cas, disons, plutôt banal, que j'aurais pu avoir même à plusieurs reprises, mais là, je pense clairement à une cliente en particulier, évidemment, qui est venue vers moi, qui avait peur un peu du regard des autres, qui était très timide, très renfermée, et ça se reflétait même au niveau de sa posture. Donc, c'est quelqu'un qui avait un petit peu les épaules en avant, le dos arrondi, je sais pas si tu vois, un petit peu refermé sur soi-même, et peur, vraiment peur du regard des autres. Et à force de travail, donc c'est une cliente que je voyais 3 fois par semaine. Déjà sa posture, elle a changé, donc elle a commencé à s'ouvrir un petit peu plus, tu sais. Les épaules, elles se sont redressées, sont mises sur l'arrière. Elle était plus vivante en fait. C'est comme une petite fleur qui s'est ouverte, un petit soleil. Enfin, et elle a gagné confiance en elle. Elle était plus joyeuse. Enfin, donc c'est pas juste du sport en fait. Ça permet tu peux changer une personne. Réellement, on a ce pouvoir là, si je puis dire. Et ça, je trouve que c'est magique. Pour moi, c'est la plus belle des victoires, en fait. Quand je peux aider une personne à se transformer physiquement, mais surtout mentalement, et à faire en sorte qu'elle se sente mieux, dans sa vie de tous les jours, pour moi, c'est clairement la plus grosse des victoires. Donc oui, c'est vrai qu'on se rend pas compte, mais un coach sportif peut vraiment avoir un réel impact sur la vie des gens, quoi. Bien sûr. C'est les apprendre à se réconcilier avec leur corps, en fin de compte. Parce que la plupart, c'est comme si c'était ils sont pas dans leur corps, en fait. C'est comme si c'était juste une enveloppe, tu vois. Il y a une dissociation entre les deux. Et là, c'est vraiment cette possibilité de se réapproprier son corps, se sentir bien dans son enveloppe. C'est le seul endroit où on sera obligé de vivre toute sa vie. Donc, tu peux vivre n'importe où sur la terre, mais si t'es pas bien dans ton corps, tu seras pas bien avec toi-même. Et ça, c'est quelque chose qui est super important. Et c'est pour ça que le sport, c'est un outil pour y arriver. Donc, voilà, pour moi, c'est quelque chose qui est très, 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 très important. Entièrement d'accord. Ouais. Tu as été prof de PowerPlate. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est et puis les réels bienfaits de cette technologie? Oui, alors une PowerPlate, c'est une plateforme qui vibre à haute intensité. C'est des espèces de micro-vibrations qui va te permettre de travailler de manière un peu plus profonde, de travailler les muscles un petit peu plus en profondeur. Et du coup, tu vas aller un petit peu plus loin. Après, c'est un outil et je trouve que ça remplace pas un entraînement, on va dire, standard. Mais c'est un outil qui est intéressant, qui permet d'aller un petit peu plus vite aussi, vu que ça travaille vraiment plus en profondeur. Quand tu fais des squats, on va dire, sur du sol ou sur une power plate, évidemment, les effets ne sont pas les mêmes. Donc voilà, c'est un outil, disons, qui est super intéressant. J'ai travaillé dans un centre qui avait des power plates. Tout ce qui est EMS aussi, c'est tout ce qui est électrostimulation, pendant 1 année et demie, je pense, à peu près. Donc, c'était super intéressant pour moi. C'était une belle expérience. C'est un outil que je recommande, mais je pense que c'est important de savoir s'entraîner sans aussi. Pas faire que ça, disons. C'est un complément, mais ça remplace pas une séance de sport dans une salle de sport, disons. Additionnel. Voilà, Parce que le traditionnel. MS, si je me trompe pas, c'est quoi? C'est entraînement avec une combinaison où on envoie de l'électricité, c'est ça? Exactement. Mais c'est en fait un peu le même principe. C'est pour travailler de manière plus en profondeur, en fait. Pour aller vraiment chercher toutes les fibres qui sont contractées en même temps via l'EMS, justement, ou la power plate. Donc, c'est intéressant, mais c'est aussi plus difficile après de récupérer. Si c'est mal géré, ça peut faire des gros traumatismes.
J'ai vu une personne une fois qui a fait ça et elle a plus marché. Hein, et je vous jure, c'est vrai. Hein, pendant plusieurs jours, elle ne pouvait plus marcher. Elle était dans d'atroces souffrances parce que ça a mal été géré et je pense que l'intensité, elle était trop élevée. Donc voilà, c'est des outils qui sont super bien, mais il faut faire attention et voilà. Et ça permet pas de faire tous les mouvements malheureusement. Donc très intéressant parce que ça permet de gagner du temps. Mais quand ils vous disent qu'en 30 minutes, c'est comme si vous avez fait 3 heures d'entraînement, faut pas exagérer non plus. Mais c'est vrai que c'est un gain de temps. C'est un gain de temps certain, mais après, c'est vrai que c'est un peu chiant aussi de mettre cette combinaison. Il faut l'humidifier, etc. Enfin, ça prend un petit peu de temps, puis ça peut être aussi un petit peu désagréable. Donc, c'est une question de choix. Je dirais, ça remplace pas un entraînement standard, comme j'ai dit, mais ça peut être une variante intéressante pour une personne qui n'aurait pas beaucoup de temps à disposition, par exemple. Ouais, j'ai pu tester. C'est vrai que t'es un peu à l'étroit dans cette combinaison un peu humide et comme ça, Ah, d'accord. c'est pas agréable. Mais c'est vrai que c'est fou comment juste le fait d'envoyer du courant dans le corps, ça te fait vraiment te contracter. T'as vu, ouais. C'est déroutant. C'est Ouais, même ouais. désagréable au moment où tu dois faire une contraction volontaire par-dessus une contraction involontaire, donc liée à la stimulation électrique. C'est vrai que les deux combinés, tu ramasses quoi. Le corps, presque il tétanise par moment. Ça fait un Ouais, peu c'est vrai bizarre. que c'est bizarre comme sensation. Au début, c'est vrai que c'est assez désagréable. Après, quand c'est bien géré et tout, voilà, de nouveau, c'est un outil qui est super intéressant. Par exemple, en rééducation aussi, qui est super chouette parce que, bah, évidemment, quand tu te blesses, sur un moment, tu peux même plus utiliser le muscle. Et ça permet, en fait, finalement, de garder, cette contraction. Vu que tu peux plus faire la contraction volontaire, il y a toujours la contraction involontaire liée à l'EMS, quoi. Et puis du coup, t'as pas de port de charge, donc entre guillemets, pas de risque de blessure. Exactement. Donc ça, c'est bien pour éviter de perdre trop, par exemple, en masse musculaire après une blessure ou pour récupérer, quoi. Tu proposes également une marque de compléments alimentaires sur ton profil. J'ai vu, tu peux nous présenter un petit peu la marque? Oui. C'est Végétopie, donc c'est une marque qui est très naturelle parce que je prône tous les aliments naturels. C'est une marque avec laquelle j'ai commencé à travailler il y a 1 année et demie, comme ça, à peu près 2 ans. Et ils ont des super produits, franchement, qui sont super intéressants. J'ai plein de produits de chez eux que j'utilise vraiment au quotidien. C'est vraiment quelque chose que j'utilise au quotidien. Je pourrais pas promouvoir quelque chose que moi-même j'utilise pas. Ouais, mais voilà. Il y a un petit peu de tout, principalement des protéines, la créatine, et puis après des poudres, style du moringa ou des choses comme ça, enfin, qui sont un petit peu plus spécifiques, mais vraiment que j'utilise au quotidien. Donc très marque très végétale. Exactement, très végétal. Ok, du coup, que prends-tu comme complément au quotidien? Avec tous mes problèmes d'articulation, j'ai pas le choix que de prendre du collagène, n'est-ce pas? Mais c'est quelque chose que je recommanderais à tout le monde, hein, même tous les sportifs, etc., de prendre du collagène. Après, il y a différents types de collagène, donc à voir. Le mieux pour moi, c'est toujours de varier. Comme pour le sport, la nutrition, c'est pareil. Varier les plaisirs, donc différents types de collagène, que ce soit marin, bovin, enfin voilà. Et puis les bonnes quantités aussi, la bonne qualité, parce que collagène n'est pas égal à collagène. Ça dépend de la qualité du produit. Donc déjà des produits de qualité. Donc là, ils vendent sur ce site aussi des produits qui sont vraiment hyper qualitatifs. C'est ça que j'apprécie avec eux. Donc je prends du collagène, tout ce qui est magnésium aussi. Pour moi, c'est un complément essentiel, on va dire, en tant que sportive. Des oméga 3, vitamine B12. Qu'est-ce que je prends encore? Après, il y a des choses que je prends pas forcément quotidiennement, mais je fais des cures. Vitamine D aussi, ça dépend des périodes, la saison, etc. Si l'hiver, des fois, il y a un peu plus besoin. Et voilà. Et la créatine aussi, pour moi, ça c'est essentiel. C'est en termes de force et de récupération, pour moi, tout sportif devrait prendre de la créatine quand il s'entraîne régulièrement. Tu vois vraiment une réelle différence avec ou sans créatine, toi? Je vais dire, pour être tout à fait honnête, au début, j'étais un peu sceptique. Je me suis dit, comment ça peut vraiment changer, vraiment, est-ce que ça change vraiment les choses? Et j'ai vu une réelle différence en termes de force, en fait. Mes performances, je peux pas dire que je stagnais, mais j'ai vraiment vu une grosse différence quand j'ai commencé à prendre la créatine en termes de force. Récupération, pas tant, j'ai envie de te dire, mais plus vraiment en termes de force. Du coup, quelle est une journée un petit peu type dans ta vie de coach, du coup, que tu as une morning routine au niveau de ton alimentation? Est-ce que tu as une alimentation particulière? Particulière, non. Je mange de tout. Après, je fais attention, je mange pas n'importe quoi, n'importe quand non plus. Et j'évite, en fait, tout ce qui est sucre raffiné, disons, parce que ça, c'est pas terrible. Mais comme tout le monde, c'est pas quelque chose que je vais
je m'octroie de temps en temps un dessert ou comme ça, mais j'essaie, disons, d'éviter au quotidien de m'enfiler du sucre raffiné parce que c'est pas intéressant. Je reste vraiment sur des produits qui sont plutôt bruts. J'ai eu la chance de travailler aussi avec une nutritionniste et micronutritionniste qui m'a appris encore davantage. Bien sûr, j'avais déjà quelques connaissances et en tant que coach sportif, tu n'as pas le choix que de connaître, n'est-ce pas, pour pouvoir conseiller tes clients mieux. Après, je dis toujours, moi, la nutrition, c'est pas mon métier, sinon j'aurais été nutritionniste. Donc, quand j'ai des questions spécifiques par rapport à la nutrition comme ça, j'envoie aussi mes clients vers un nutritionniste qui peut faire des tests de manière plus approfondie, comme moi je ferais dans le cas du sport, tu vois. Et moi, je suis pas capable de tester toutes ces choses-là parce que c'est pas mon métier simplement. Après, par rapport à moi, par rapport à ma routine, j'ai un peu tout essayé pour être tout à fait honnête, pour voir ce qui me convenait le mieux. Parce que certains te parlent du jeûne, c'est vraiment super bien, laisser ses organes au repos, ne pas manger, etc. Sauf que si, comme moi, t'as des matinées qui sont très demandantes en termes d'énergie, t'es un peu low, puis à midi, c'est compliqué, tu vois ce que je veux dire, de manger qu'à midi. Donc voilà, j'ai un petit peu tout essayé. Je pense que le jeûne, c'est quelque chose qui est super intéressant, même de faire de temps en temps une fois un jeûne pour laisser son corps récupérer, reset, etc. Faut que j'en refasse un d'ailleurs bientôt. Mais ça, c'est super intéressant. Je sais pas si t'as déjà essayé, toi, ou pas, si t'as déjà eu l'occasion Non, de... moi je t'avoue que j'ai du mal à ne pas manger pendant plusieurs heures. Travailleur en poste, donc je fais matin, après-midi, nuit. Mhm. Donc moi-même la nuit, tu vois, ce soir je suis nuit à 3 heures du matin, je sais que je vais manger mon tube avec mon riz et mon poulet entre guillemets. Mais non, moi j'ai du mal à ne pas manger. J'évite des fringales. Alors bien sûr que je comble avec des bons produits au maximum, hein, fruits, part de céréales de maison, etc. Mais non, moi j'ai vraiment du mal avec le jeu. Ouais. C'est rigolo ce que tu dis, tu vois, parce que moi, j'étais un peu comme toi avant et je pensais vraiment ne pas être capable de le faire. Et j'ai vu quelques personnes, 2 personnes vraiment en l'occurrence, que j'admire beaucoup le faire, en fait. Et j'ai pu discuter de ça avec eux, de leur expérience, et ils m'ont convaincue. En fait, quand je les entendais parler, j'ai vraiment pu faire le lien entre les deux. Et je me disais, waouh, enfin, ils me parlent les deux d'un profond bien-être, d'un ressenti finalement qui était plutôt agréable. Puis je me suis dit, on se dit toujours on n'est pas capable, mais en fait on n'est pas capable. Pourquoi? Parce qu'on pense qu'on n'est pas capable. C'est le mental, tu vois ce que je veux dire. Et si moi aussi j'y arrivais, tu vois, et si moi aussi j'essayais. Et je me dis tu sais, c'est important aussi quand tu conseilles quelque chose à quelqu'un, si tu l'as pas fait toi-même, c'est pas ok pour moi, tu vois. Tu dois tester les choses au préalable. Du coup je me dis ok, je vais essayer, même si pour moi je me dis mais jamais je vais y arriver. Je suis comme toi, j'avais besoin de manger, j'avais envie de manger. Enfin, je pensais pas que j'étais capable de le faire et je l'ai fait. Et en fait, les sensations, elles étaient extraordinaires. En fait, c'est presque même euphorique au bout d'un moment. C'est très, très bizarre. Mais en fait, tout ce temps que tu utilises pour digérer, cuisiner, manger, ça prend du temps, hein, on se rend pas compte. Mais en fait, c'est un espèce de calme qui s'instaure. Évidemment, tu as moins d'énergie aussi, donc tu dois utiliser plus à bon escient ton énergie. Mais moi, j'ai continué de travailler normalement. Je m'entraînais aussi un peu en parallèle. C'est pas comme si j'avais tout arrêté. Donc, j'ai continué de vivre plus ou moins normalement, en gardant à l'esprit que j'étais en train de jeûner quand même, parce que au bout d'un moment, j'ai dû couper mon jeûne parce que j'ai failli verser. J'étais à Decathlon, j'avais quelques trucs à acheter encore pour la salle. Et là, tout à coup, j'ai failli verser au milieu des rayons. Je me suis dit, bon, peut-être que on va pas aller jusque-là quand même. Et là, je suis allée manger un petit truc. Et au moment où j'ai recommencé à manger, un petit truc tout léger, évidemment, parce qu'après 3 jours de jeûne, c'est mieux de recommencer progressivement. Enfin, on doit recommencer progressivement. Les saveurs, elles sont juste extraordinaires. Et ça, franchement, mais tu bois, j'avais pris un jus, je sais, peut-être orange mélangé à une framboise, je sais pas quoi. Et j'ai l'impression d'avoir bu le meilleur truc de ma vie. Alors que je pense qu'il était bon, honnêtement, mais de pas être si extraordinaire que ça. Mais les saveurs, c'est une explosion en bouche. En fait, c'est un moment d'émotion intense, j'arrive pas à te l'expliquer, où tu apprécies, en fait, chaque texture, chaque goût, et rien que pour ça, finalement, c'était une expérience incroyable. Et ce côté mental, tu vois, dire, OK, finalement, tu te mets dans un mood où, je sais pas. Enfin, franchement, c'était une expérience qui était assez transformatrice pour moi et que je te recommande d'ailleurs, si tu y arrives. Je pensais vraiment que tu parlais du jeûne intermittent, pas du jeûne vraiment. Ah, mais Parce que les deux. alors, le jeûne intermittent, bon, je pense que c'est pas le fait que je me sens pas capable, c'est le fait qu'en fait j'ai pas envie. Mmh. C'est vraiment juste ça. C'est la sensation de faim et le gargouillement dans ton ventre, ce mal, parce qu'on peut vraiment dire ça fait mal entre guillemets. C'est vraiment une sensation que je déteste. Ouais, Alors bien sûr. après, comme tu dis, voilà, je peux pas parler de choses que je n'ai pas expérimentées. Donc si ça se trouve, peut-être que le jeûne pourrait
me rendre euphorique comme ça a pu le faire pour toi et décupler les saveurs de ce que je pourrais manger à la fin de ce jeûne. Mais je t'avoue que c'est juste le manque d'envie. Ouais, non, mais je comprends, c'est pas facile, mais après, c'est vrai que quand tu l'as fait une fois et puis le bien-être que tu as pu ressentir après coup aussi, parce que c'est vraiment, comme je dis, un reset de l'organisme. Tes organes, ils sont au repos pendant un certain temps. Il y a tout qui, et du coup, il y a le phénomène d'autophagie qui se met en place. Donc, je pense que tu sais ce que c'est, où tu as les cellules finalement malades qui commencent à se faire manger par les autres, à se régénérer exactement. Donc, ton corps, vraiment, il se régénère. Et ah oui, après tu me parlais aussi du jeûne intermittent. Donc oui, ça aussi, ça peut être une solution. C'est super intéressant aussi. Mais de nouveau, je pense que c'est quelque chose qui conviendra pas forcément à tout le monde. Et le plus important, c'est de trouver quelque chose qui te convient à toi. Comme tu disais, toi, tu as besoin d'énergie, tu travailles toute la journée, etc. Et c'est pas quelque chose qui te conviendrait, tu vois. Et l'autre jour, je discutais avec un de mes collègues et tout, puis j'étais à midi en train de préparer un truc et je fais, j'ai un truc à manger si jamais tu veux et tout. Il fait, non, moi je mange pas à midi. Puis j'étais super étonnée parce que c'était un jeune homme et tout, enfin, plein d'énergie, etc. Puis je fais, tu manges pas à midi. Et surtout le jeûne, moi, c'est souvent le matin que les gens ils mangent pas à midi, ils mangent, tu vois. Il fait, non, moi ça me convient pas, je mange bien le soir. Et tu vois, c'est paradoxal, parce que c'est vraiment les choses qu'on va dire, faut manger léger le soir, faut pas manger trop lourd le soir. Et lui, il me dit, non, moi, je me fais un bon gros repas le soir et tout, je mange le matin, mais après, je mange plus de la journée. Ok. Et du coup, il nous regarde manger et tout, et visiblement, ça avait pas l'air d'être trop problématique pour lui. Donc, c'est pour te dire finalement à quel point on est tous différents et qu'il faut il faut trouver ce qui nous convient le mieux à nous, en fait. Et c'est pour ça qu'il faut essayer, tester, regarder ce qui te convient le mieux à toi. Parce que ce qui convient à monsieur ne conviendra pas forcément à madame, quoi. Oui, exact, tout à fait. Oui, moi, je fonctionne vraiment avec ce que j'ai testé sur moi. J'ai perdu entre 12 et 15 kilos il y a 4-5 ans. Voilà, en comptant tout simplement mes calories. Hein. En plein Covid, on a commencé les apéros, etc. Et puis là, je me suis dit non, je pensais être musclé et puis finalement j'étais très gras. Ouais, c'est dit, ah oula. Alors j'étais volumineux, mais volumineux Pas dans le bon sens, disons. pas dans le bon sens. Du coup, je me suis dit alors on va partir sur un petit dégraissage. Donc du coup, j'ai perdu mon poids juste en comptant mes calories. Mais je mange. Et là, d'ailleurs, j'ai repris la diète parce que j'ai repris quelques kilos, donc je refais attention. Mais je mange, je pense sans mentir, 2,5 kilos de nourriture par jour facilement. Hein. C'est pas mal. Donc après, c'est pas mal. C'est pour ça que le jeûne pourrait, comme tu dis, voilà, laisser un peu reposer tes organes tranquillement. Mais je t'avoue que moi, j'adore manger, donc Mais oui, les mais 2 après, tu kilos vois, et demi, je les mange si sans tu prends problème. pas de poids, tu prends pas de poids. On est d'accord avec cette alimentation-là. Ah non, je plafonne, allez, avec 2,5 kilos, je plafonne entre 2000 et 2200 calories, mais voilà, ça va être vraiment, je vais traquer les petits trucs, tu vois, pour prendre un petit exemple. Le matin, au petit déjeuner, je vais prendre 200 grammes de framboise, 250 grammes de fromage blanc, et avant de faire attention, j'avais l'habitude de mettre du miel et de mettre une cuillère, ce qui n'est pas grand-chose, 15 grammes de noix de coco râpée. Maintenant que je rentre dans mon application pour savoir, pour traquer mes calories, je vois que ces 15 grammes de noix de coco râpée me font 100 calories. Chose que du coup m'apporte rien à part gustativement, mais bon. Bien sûr, Voilà. mais ça n'a pas de Du réel coup, bénéfice, disons, pour ta santé. non, voilà, il y a pas de réel bienfait, il y a rien de spécial. Donc, du coup, je traque ces 100 calories-là, je les enlève. Et du coup, au lieu de mettre 15 grammes de noix de coco râpée, tu peux mettre 100 grammes de fromage blanc en plus, qui équivaut à 50 calories, tu vois. Donc, je préfère manger plus, en quantité, ce qui va m'apporter, voilà, des protéines pour citer par rapport au fromage blanc, que d'avoir un petit peu de plaisir avec cette cuillère de noix de coco râpée. N'est-ce Et je pense que justement, traquer au début, c'est bien, parce que ça te permet de te rendre compte des quantités. Parce que souvent, on sépare, tu vois ce que je veux dire. Ah bah non, tant on n'est pas éduqué là-dessus, on ne peut pas savoir. C'est pour ça que moi, je dis toujours, voilà, à des amis qui ont voulu perdre du poids ou des choses comme ça, je leur dis, comptez tout simplement vos calories, mais sans changer votre alimentation. Juste pour vous rendre compte à quel point il y a des aliments qui sont ultra caloriques, ultra gras, chargés en lipides, et qu'on ne se rend pas compte. Pour moi, les 15 grammes de noix de coco, voilà, c'était bon, entre guillemets. Au final, c'est full lipide, quoi, tu vois. Tout à fait. C'est ce qui fait que ce soit aussi calorique. Mais c'est pour ça que, bon, moi, je suis pas du tout coach, rien du tout, hein. Mais voilà, comme je dis, par rapport à ce qui a fonctionné sur moi, je dis, prenez votre alimentation, rentrez là dans l'application, et comme ça, vous voyez qui est en trop, entre guillemets, pour vous rendre compte vraiment que
juste en traquant ces petites choses-là, vous avez l'habitude de manger de la crème fraîche 30% de matière grasse. Alors oui, c'est bon, c'est onctueux, c'est bien meilleur que de la 4%. Mais après, quand on veut faire attention et perdre du poids, il n'y a pas de secret. Il faut qu'on remplace des aliments, qu'on aille chercher un petit peu ce qu'on peut remplacer pour toujours continuer à avoir du plaisir, mais sans être dans l'exagération. Ouais, puis garder le plaisir, comme tu l'as dit, je pense que c'est super Ah oui, important. oui, il faut garder le plaisir, ça c'est clair, c'est super important. Après, il y a Moi, tous peut-être les jours, j'ai mon petit carré de chocolat noir après mon repas. Moi aussi, je suis une grande fan du chocolat noir. Je t'avoue, ça c'est un de mes péchés mignons. Chocolat noir, fleur de sel, la base. J'adore aussi. Après, ce qu'il faut faire attention quand même, je voulais juste soulever ça parce que on n'y pense pas forcément, mais traquer toutes ces calories, c'est bien, mais il y a deux écoles en fait. Si je prends par exemple ma nutritionniste, elle est pas trop de ce côté-là, un peu paradoxalement, mais elle travaille aussi beaucoup avec l'intuition, le côté satiété, s'écouter, les signaux, etc., etc. Parce qu'en fait, tu peux aussi perdre du poids, il faut savoir, sans forcément tout calculer. Et le problème d'une personne qui aurait déjà, par exemple, des troubles du comportement alimentaire et qui calcule tout au gramme près, ça devient un peu maladif, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est bien pour se rendre compte, et je pense que c'est vraiment un super outil, mais qui peut aussi devenir un petit peu problématique avec certaines personnes, sur lesquelles il faudrait plutôt travailler finalement au niveau des sensations, tu vois ce que je veux dire, de satiété. Et si tu dis, OK, voilà, t'évites tout ce qui est sucre raffiné, etc. Enfin, faut la cadrer évidemment, mais une personne qui se connaît un tout petit peu devrait pouvoir aussi perdre du poids ou prendre la masse musculaire de manière saine sans devoir tout compter, tu vois. Donc, il y a un petit peu ces deux écoles. Moi, je suis pas pour une école ou pour l'autre, mais vraiment voir finalement avec qui c'est qu'on a en face de nous, avec qui on travaille et puis comment la personne, elle va pouvoir arriver à ses fins. Il y a des gens qui ont juste pas envie. Il y a des gens qui me disent non, moi ça m'embête, pour pas être vulgaire, de compter chaque calorie. Ce que je peux comprendre. Et c'est pas une obligation. À part si t'es bodybuilder, là t'as pas le choix, on est d'accord. Mais pour perdre du poids, entre guillemets, c'est pas une obligation. Donc voilà, c'est juste une petite parenthèse que je voulais faire par rapport à ça. Ouais, non, je suis d'accord avec toi, c'est pas une obligation, bien sûr. Mais comme tu dis, quelqu'un qui se connaît un minimum en soi, mais je pense que si t'en es arrivé à pas un léger surpoids, parce que bon, voilà, pour moi, 5 kilos, 10 kilos en trop, ça reste entre guillemets Oui. correct et rattrapable facilement. Et pour quelqu'un qui a 40, 50 kilos en trop, pour moi, c'est quelqu'un qui, du coup, ne se connaît pas. Tout à Donc, fait. je pense que, voilà, il faut un minimum, comme tu dis, cadré, un minimum éduqué là-dessus. Parce qu'après, bon, je reprends par exemple tout ce qui est les régimes un peu Weight Watchers où tu as des points, tu as le droit à 23 points par jour, donc chaque aliment équivaut à un point. Mm-hmm. Mais j'ai vu des trucs, une pomme, c'est 0 point. Donc ça veut dire qu'en gros, tu peux manger 6 pommes par Autant de jour. pommes tu veux. Et Oui, bien sûr. ça reste quand même des calories, du sucre, du fructose. Les œufs, c'est 0 calories. Les œufs, alors le jaune d'œuf, ça reste quand même assez gras. On peut en consommer bien sûr, mais pas dans l'excès. Il y a des gens, pour moi, je suis le truc à la lettre, 23 points, t'as le droit. Je vais m'enfiler 10 œufs par jour, 10 Ils se rendent pommes. pas compte. Ouais, La satiété, elle est là. Je suis tranquille, je peux encore manger à côté, mais t'es sûr que tu seras bien sûr plus calorique. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. C'est évident. Mais tu vois là, si on prend en fait, pour moi c'est un mix de connaissances extérieures, tu vois, donc ce que tu viens de dire là, savoir que dans le jaune d'œuf, voilà, c'est quand même très calorique, même si c'est un bon gras entre guillemets, faut pas en abuser, et connaissance finalement de soi aussi. Comment je vais réagir à telle ou telle alimentation? Est-ce que j'ai encore faim ou est-ce que j'ai encore envie de manger? Tu vois la différence? Donc je pense que c'est un équilibre à trouver. Et puis quelqu'un qui se connaît pas ne saura pas en fait si c'est bien ce qu'il fait ou si c'est pas bien parce qu'il manque de connaissances. Donc je pense que vraiment c'est le maître mot pour moi, c'est connaissance de soi et puis connaissance finalement des aliments parce que certains ils vont dire j'ai pris un yogourt machin blanc et tout. Tu vois, t'as pris quoi et tout? Je vois un yogourt grec machin un truc avec plein de gras. Non, c'est pas OK, tu vois ce que je veux dire. C'est pas comme un ski où là tu entre guillemets tu peux en abuser, c'est pas trop grave. Et les gens, ils se rendent pas compte, en fait. C'est qu'ils veulent bien faire, mais ils ont pas les connaissances, tu vois, pour bien faire. Donc, je dirais, c'est ça le plus important, en fait. C'est apprendre, en fait, à manger de la bonne manière, à s'écouter, à utiliser ces applications pour se rendre compte, finalement, aussi, de la valeur nutritive de chaque aliment. Oui, c'est pour ça que je pense qu'il faut s'éduquer. Après, aujourd'hui, on a vraiment la chance d'avoir quand même YouTube, Instagram, tout ça, avec des gens qui balancent du contenu hyper intéressant.
Après, malheureusement, bon, bah, voilà, hein, on préfère scroller sur des conneries que de s'éduquer là-dessus. Mais pour moi, je pense que c'est important ça devrait être, bon, pour moi, ça devrait être dans les cursus scolaires, vraiment un peu apprendre tout ce qui est nutrition, Tout à fait. voilà, un peu les bases, hein, pas non plus trop rentrer dans des trucs un peu trop complexes, mais au moins rentrer un peu dans les bases. Mais voilà, aujourd'hui, je pense que s'éduquer, je pense que c'est important. On a tout ce qu'il faut, on a des livres, on a la télé, on a YouTube, on a plein de supports vraiment pour apprendre ça. Après, voilà, comme tu dis, maintenant, il faut être intéressé et puis il faut avoir l'envie. T'as pas l'envie, bah, C'est ça, parce qu'on a accès à tout en fin de compte. Mais tu peux le faire. Mais comme tu dis, c'est tellement plus facile de scroller sur Instagram ou passer 1 heure, je sais pas, regarder des conneries sur YouTube, alors que finalement, on a tous accès à cette information. Plus que jamais, j'ai envie de te dire. On a toutes les réponses à portée de main. Reste à savoir si tu as envie d'aller chercher cette information ou pas. Mais voilà, je conseille à tout le monde de s'informer un minimum et puis de comprendre finalement son alimentation, parce que c'est quand même quelque chose qui est super important. La santé intestinale, c'est la base. Pour moi, c'est le premier cerveau même. Tu vois ce que je veux dire? Si tu te sens pas exact. bien, si t'as mal au ventre et tout, tu peux pas passer une bonne journée en fait. Donc c'est super important. Pas juste d'un point de vue esthétique pour être en bonne shape, etc. Mais vraiment plus d'un point de vue santé, je dirais en premier. J'ai remarqué aussi sur ton compte, tu fais beaucoup de handstand. J'ai vu aussi des pistol squats sur des kettlebells. Euh, c'est Pas très c'est assez courant. compliqué, je trouve, quand même à faire. Du coup, comment as-tu un peu développé ça? Complètement de manière autonome. Vraiment. Maintenant, évidemment, je regarde plus des tutos, des trucs comme ça, mais c'est toujours en essayant, en fait. Moi, j'ai toujours aimé jouer avec mon corps, tester, regarder, chercher des limites, etc. Bah, les handstands, avec le temps quand même. Ça m'a pris un petit peu plus de temps et maintenant, je pense que ça ira beaucoup plus vite en termes de progression parce que j'irai regarder plus des tutos pour mieux comprendre, etc. Mais j'ai vraiment fait moi-même sur les sensations, etc. Aujourd'hui, j'ai une connaissance qui est circadien, je crois que ça se dit comme ça, enfin, qui fait du cirque à haut niveau, etc., qui est mon coach, entre guillemets, comme je l'appelle, et qui me donne des feedbacks quand j'essaie des trucs, etc., qui me dit travaille plus là-dessus, attention tes jambes, mets ton poids de corps plus en avant, etc. Donc, je pense que c'est bien de s'entourer pour aller plus vite, mais après, c'est la curiosité avant tout, en fait. J'avais envie de tester, j'avais envie de ressentir mon corps. Et puis, les pistol squats, c'est juste un exercice fonctionnel pour moi comme un autre, qui est combiné à de l'équilibre une fois de plus, parce que sur un kettlebell, c'est évidemment encore un peu plus difficile en termes d'équilibre, mais ouais, c'est une connaissance de mon corps en fait que j'ai développée au fur et à mesure des années, au fur et à mesure du temps, et aussi par le biais de mes blessures. Je pense une fois de plus, ça m'a appris à travailler de manière différente, à être plus créative aussi d'une certaine façon, et puis aller toujours un peu plus loin. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, c'est pour ça que j'ai une approche, disons, du sport qui est pas tout à fait traditionnelle, et c'est pour ça que les gens ils viennent me voir aussi, c'est parce que je vais les sortir de leur zone de confort, mais de manière différente. Je vais leur poser beaucoup de questions. Moi, je suis une coach qui pose des questions. Des fois, ça les perturbe. J'aime bien donner les clés, oui, mais j'aime bien qu'ils trouvent les clés eux-mêmes. Leur demander ce qu'ils ressentent, qu'est-ce que ça travaille. On fait un exercice, je leur demande qu'est-ce que ça travaille. Bon, je sais pas. Et en fait, le fait de réfléchir, d'être un petit peu plus, comment dire, proactif, ils vont d'eux-mêmes trouver les réponses en fait à leurs questions et se sentir plus concernés, mieux ressentir leur corps en fait. Parce que c'est ça en fait. Le sport pour moi c'est ça, c'est une question de ressenti, de sensation, être à l'écoute de son corps une fois de plus, comme je disais tout à l'heure, et voilà pourquoi pourquoi je fais des choses un peu bizarres et que je suis toujours un peu l'extraterrestre dans une salle de sport. Presque pas bizarre, mais c'est bien, c'est des choses qui t'animent, on va dire. Oui, tout à fait, ça c'est sûr, c'est une passion pour moi, et je pense que ça se ressent aussi. Et pas plus tard que tout à l'heure, là ce matin, j'avais une cliente avec qui je travaille 5 fois par semaine en ce moment, qui faisait pas du tout de sport, qui est venue vers moi parce qu'elle voulait changer physiquement, et elle m'a dit: «Je suis trop contente de dormir tous les matins». Elle voulait pas venir au sport, c'est pas quelque chose qu'elle aimait faire à la base, et là qu'elle me dise: «Ah, je suis trop contente de venir», je me dis: «Waouh, j'ai réussi en fait, point». Ouais, c'est aussi simple que ça, c'est que j'ai réussi à transmettre mon savoir, mes connaissances, mon plaisir, ce côté ludique, parce que le sport, ça doit rester ludique. Que tu sois un athlète professionnel ou débutant, tu dois prendre du plaisir. Si tu prends plus de plaisir dans ton sport, tu vas droit dans le mur. C'est important. Alors bien sûr, des jours où on n'a pas envie. Moi, la première, j'ai pas toujours envie de me faire une séance, mais après c'est la discipline, parce que la motivation, comme on sait, ça monte, ça descend, c'est pas toujours linéaire, mais c'est important de se dire ok,
j'ai besoin de faire du sport pour moi, pour mon bien-être, pour ci, pour ça. Et ouais, vraiment prendre du plaisir dans sa pratique, je pense que c'est le plus important. Du coup, est-ce que tu as encore des défis sportifs que tu aimerais relever? Des défis sportifs. Bah écoute, j'aurais voulu faire un peu des défis, disons plus d'endurance. J'aurais voulu une fois faire un marathon, des choses comme ça. Mais je me l'interdis pour la simple et bonne raison que mon médecin me l'a interdit, mais c'est pas parce que lui me l'a interdit, parce que si j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Peu importe. Mais c'est plus parce que je me rends bien compte qu'avec mes articulations qui sont usées, disons, j'ai pas mal d'arthrose quand même, surtout dans le genou gauche, par rapport aussi à l'opération du ménisque, etc. Je peux pas trop me permettre. Donc disons, des défis comme ça, oui, j'aurais voulu, mais je vais pas le faire parce que je respecte trop mon corps maintenant pour faire des choses qui auront un impact négatif, on va dire, par la suite. Donc je vois pas l'intérêt de faire ça. Sinon, c'est plus des défis personnels. J'aimerais réussir une fois à faire un jour des muscle-up, à faire le drapeau, à faire des choses comme ça. C'est plus des défis de nouveau. Tu pourrais, on va dire, plus calisthéniques, si je puis dire, ou fonctionnels, disons. Mais c'est des mouvements qui sont plus difficiles et que une majorité de femmes n'arrivent pas à faire. Et du coup, c'est des choses qui sont un peu plus challenging, disons. Mais voilà, j'ai pas d'objectif, disons, comme ça, parce que je sais que mon corps, je vais pas dire qu'il tiendrait pas, parce que je pense qu'il tiendrait, mais c'est quel est le résultat après, en fait, si je peux plus marcher pendant 4-5 jours et puis que je me fracasse, c'est pas l'objectif. Je suis devenue trop bienveillante envers moi-même, envers mon corps, pour lui infliger des choses, disons, qu'il supporterait pas. Non, t'as raison. Puis après, ton corps t'en a besoin au quotidien pour travailler. Donc, Oui, ça, c'est voilà, sûr. si c'est pour, comme tu dis, te lancer des défis qui derrière auront des impacts négatifs, il n'y a pas de réel intérêt, quoi. C'est ça. Et maintenant, bon voilà, les muscle-up, tout ça, c'est avec de l'entraînement, je pense que tout le monde peut y arriver, quoi. Il y a pas de, Oui, on est pas de d'accord. souci. On est d'accord. Ok, bah écoute, on a fait un peu le tour, je pense, des questions que j'avais. On va juste passer un peu aux questions de fin, un peu rapides, on va dire. Je vais te poser des questions à toi de répondre sans trop réfléchir, on va dire. Sans trop réfléchir, d'accord. Ouais. Selon toi, quelle serait la meilleure source de protéines? Pour moi, un mélange de protéines animales et végétales. Plutôt animales de manière générale. Poisson, viande, volaille. Si tu devais vraiment Choisir garder, qu'une seule. qu'une entre guillemets, ouais. Tu dis animal ou végétal, c'est ça la question? Ouais, vraiment, peu importe. J'irai la volaille. Ouais, tu C'est garderais la vrai, le poulet, c'est quand même quelque chose. La dinde, c'est... Quoique les œufs. J'en consomme aussi beaucoup, mais voilà. Après, c'est vrai que la volaille, tu peux le décliner en plusieurs recettes, en plusieurs textures. Les lentilles. Après, c'est compliqué de dire honnêtement, parce que ouais, j'en mange quand même pas mal, n'est-ce pas? Oui, bah c'est sûr, c'est bien diversifié aussi. Hein, ça. C'est ça. C'est le plus important en vrai. Hein. Le meilleur exercice polyarticulaire. J'arrive presque pas à répondre à cette question parce que déjà, pour moi, il y en a plusieurs, il y en a pas un, que ce soit pour le haut du corps, bas du corps. Mais je veux dire le squat, mais ça pourrait être le soulevé de terre, le développé couché. Enfin, je les valide tous. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'arrive pas à répondre à cette question. Non, j'ai trop du mal à décider. Mais moi, je ferais du squat. Voilà, c'est un basique, quoi. Pas de souci. Si tu devais t'entraîner avec une icône du monde body. Du body? Ouais, est-ce que tu aurais quelqu'un que tu aimerais... J'aurais bien voulu rencontrer, et ça s'est joué à très peu de choses près, c'est Arnold Schwarzenegger. J'ai rencontré un ami à lui quand j'étais à Venice Beach. J'ai eu la chance d'aller m'entraîner au Gold Gym, mais je l'ai pas croisé. On m'a dit quand il était là et j'ai pas pu aller à ce moment-là parce que j'avais autre chose. Mais ouais, pour moi c'est une référence. Il y en a plein, mais c'est quelqu'un avec qui j'aurais bien voulu une fois pouvoir partager un entraînement, disons. Ouais, j'avoue, ça aurait pu être très intéressant. Avec un personnage de fiction. Là, tout de suite, je vais te répondre. C'est un peu influencé par ce que j'ai fait ce week-end à la salle. On a fait un graphe, en fait. C'est pas moi qui l'ai fait. C'est le graffeur qui s'appelle Jazzy, d'ailleurs, qui m'a fait un super travail. Donc, voilà. J'avais juste envie de le citer, parce qu'il m'a fait un travail juste extraordinaire. Tout le monde dit, ah, c'est toi. Non, c'est pas moi. Je l'ai appelé Xenia. C'est une référence à Xena. En fait, c'était une guerrière que je regardais quand j'étais plus petite. Ce côté un petit peu femme super-héroïne à laquelle je m'identifie un petit peu. Et voilà. Donc,
Je connais Xena la galère. Exactement. Mais là, du coup, je l'ai appelée Xenia, parce que c'est pas Xenia la guerrière, mais voilà. Puis c'est pas moi, parce que tout le monde dit, ah, c'est toi. Oui, elle me ressemble un petit peu, certes. C'était une petite touche un petit peu rigolote, parce qu'effectivement, il y a une petite référence, disons, mais c'est pas tout à fait moi. Ok. Est-ce que tu as un style particulier de musique lors de tes entraînements? Non, franchement, je varie beaucoup. Et puis, je m'adapte aussi un peu à mon public. Parce que certains me disent, ah, c'est pas du reggaeton, ils sont pas motivés. D'autres, si je mets du reggaeton, on dira, ça me saoule. Donc, franchement, tout. Ça peut être du rap US, ça peut être du hip-hop, ça peut être... franchement, tout y passe. Ouais, vraiment. Ok. Si tu ne devais garder qu'un seul complément alimentaire? Un seul complément, la créatine, je pense. Ça revient beaucoup, ouais, dans les réponses lors des podcasts, c'est beaucoup la créatine qui revient. Ouais, mais c'est la base quand même. Après, il y en a plein d'autres. J'aurais pu dire le collagène aussi par rapport à ma problématique, mais ouais, plutôt la créatine. Ok. Si tu devais donner un seul conseil bien-être qui va au-delà du sport? Méditation, respiration. Pour moi, c'est quelque chose qu'on néglige, mais ça fait un bien fou. Quand on prend le temps de se poser, se recentrer avec soi-même, c'est quelque chose que je faisais pas du tout par le passé, que je fais pas encore assez régulièrement malheureusement, que je fais de temps en temps, par période un peu plus de manière régulière que d'autres. Mais ouais, ça c'est un truc, ça fait un bien fou. Ouais, pour moi, le bien-être, ça fait aussi partie des bains froids. Je fais aussi beaucoup de bains froids. J'adore aller au lac, et ce toute l'année. Tout ce qui est massage, ça aussi, j'en faisais peu avant. Maintenant, j'en fais beaucoup parce que ça libère tout. Ok, hormis toutes les tensions du corps, mais le stress du quotidien, tu te sens tellement mieux dans ton corps, plus apaisé. Donc, c'est pas un conseil du coup, ça fait plusieurs conseils, mais ouais, prendre du temps pour Bah, soi. voilà, j'allais dire par rapport à tout ce que tu as dit, c'est vraiment prendre du temps pour soi C'est que ça. je retiens, quoi. Ok. Ben, froid, du coup, tu as un petit peu des bienfaits à nous citer? Les bienfaits du froid, on en a vraiment plein. En termes de récupération, déjà, c'est super intéressant. Il y a le côté aussi résilience auquel on parle pas, enfin résilience, pardon, le côté un petit peu mental finalement où on se dit ok, est-ce que je vais réussir à tenir alors que de nouveau on est pratiquement tous capables de le faire en fait, mais on n'a pas envie, d'aller se jeter dans un bain d'eau glacée alors qu'on est bien sur notre petit transat au soleil, tu vois ce que je veux dire? Ou pas forcément au soleil, mais de manière générale c'est ça pour moi. Il y a un gros aspect mental et apaisement. On se sent apaisé au niveau de la circulation sanguine. Évidemment, il y a des bienfaits. Vraiment, il y en a plein. Je pourrais pas toutes les citer comme ça de tête, mais c'est quelque chose qui est super intéressant à faire et moi, ça me fait vraiment du bien. Voilà. Ouais, ben, en plus, pour faire une petite parenthèse à ça, la semaine prochaine, je vais enregistrer justement un nouveau podcast avec Théo, qui lui s'entraîne justement pour traverser la Manche à la nage Ouh là là. et du coup fait d'un froid au quotidien. Donc il pourra nous en dire un peu plus Voilà, je pense qu'il sera plus précis que moi par là-dessus. rapport à ça. Mais tout ce qui est inflammation, etc., ça fait du bien, hein. On va mettre plutôt du froid que du chaud, tu vois. Si tu as une partie du corps qui est enflammée, on va dire, ah, mets de la glace. Donc voilà, on sait vraiment que ça a plein de propriétés et que c'est très intéressant, disons, d'appliquer du froid ou de faire des bains froids. Là, tout ce qui est cryothérapie aussi, super intéressant. Après, t'as soit en chambre ou soit tu sais, les tubes là. C'est pas tout à fait pareil. Il y en a un qui est quand même un peu plus efficace que l'autre. Mais voilà, c'est pas pour rien que les athlètes d'élite l'utilisent aussi régulièrement, hein. C'est parce que c'est un outil qui est essentiel pour moi en termes de récupération. Tout à fait, oui. Est-ce que tu as une citation, une phrase un peu motivante qui t'inspire? J'aurais envie de te dire le classique no pain no gain, mais c'est pas c'est pas la phrase que j'ai envie de sortir comme ça. J'ai pas de citation comme ça qui me vient à l'esprit là juste tout de suite. Ok, non, pas de souci. Que donnerais-tu comme conseil au toi d'il y a 10 ans? Et plus de bienveillance envers toi-même. Ça veut dire qu'à l'époque, je pense que je me poussais trop. Je pense aussi c'est clairement lié au surentraînement, aux blessures. Enfin, les blessures sont liées au surentraînement parce que je m'écoutais pas assez, parce que je voulais à tout prix. Enfin, j'aurais eu tendance à, même si je savais que j'allais me blesser, à le faire quand même parce que ça me permettait d'arriver à mes fins, alors que c'était vraiment stupide en fin de compte. Donc aujourd'hui, je pense que je m'écoute beaucoup plus et c'est quelque chose que je referai pas en fait. Je suis trop à l'écoute de mon corps, je fais trop attention et je pense même que grâce à ça, j'ai pu éviter de nouvelles blessures, tu vois, parce que je fais plein de choses que je faisais pas avant. Donc
je pense que je suis devenue plus bienveillante envers moi-même. Donc, c'est vraiment le conseil que je donnerais à mon moi d'il y a 10 ans. Où te vois-tu dans 10 ans? C'est une bonne question, ça. J'ai envie de te dire toujours la même, mais en version améliorée. On a tous cette chance, en fait, de pouvoir s'instruire, évoluer, disons, grandir. J'ai pu accomplir un de mes rêves, c'était d'ouvrir une salle de sport. Qu'est-ce que je peux faire? Plus que ça, pour moi, ce serait finalement partager mes connaissances à plus grande échelle. Donc, si j'ai la possibilité, ce serait d'évoluer plus peut-être sur les réseaux sociaux pour transmettre mon savoir à plus de personnes. Parce que là, finalement, il est très restreint, tu vois. C'est des gens qui vont venir sur place et qui vont venir travailler avec moi, à qui je vais pouvoir transmettre mon savoir et mes connaissances. Et si un jour j'ai la possibilité de le faire, mais vraiment à plus grande échelle, ce serait merveilleux, quoi. Écoute, c'est tout ce que je peux te souhaiter en tout cas. Merci, c'est gentil. Est-ce que tu as un projet perso ou pro qui est en cours ou qui va sortir Oui, je travaille dessus avec une amie à moi. Justement, ce serait plus sur les réseaux sociaux. J'ai pas trop envie d'en parler encore et trop donner de détails par rapport à ça, mais on est en train de monter quelque chose, ouais. Ok, écoute, comme ça poussera un peu les gens à suivre ça de près pour se tenir au courant. Exactement. Et la dernière question, est-ce que tu aurais une recommandation de personne pour un futur podcast? Que ce soit Suisse ou France. Ouais, vraiment, peu importe. Quelqu'un qui est dans le monde du sport qui pourrait être intéressant pour les auditeurs. Ouais, mais oui, bien sûr, j'ai une personne en tête que j'apprécie énormément d'ailleurs et puis qui a beaucoup évolué ces dernières années et qui est devenue vraiment une personne incroyable. Après, je sais pas s'il aura du temps à t'accorder, je l'espère, mais c'est Ayoub Moutanda. Je sais pas si ça te parle ou pas du tout. Non, pas du tout, je connais pas. D'accord. Qui habite à Genève maintenant, mais qui habite à Lausanne. Et une deuxième personne, je t'en donne deux, comme ça, c'est Samy Sibert. Et il vient faire des vidéos dans ma salle. Il fait de la corde à sauter à haut niveau. Ah, j'allais dire, ça doit être la personne de la corde à sauter que j'ai pu voir. Exactement. Et lui, il a perdu, je crois, 38 kilos. Enfin, grâce à la corde à sauter. Donc, c'est quelqu'un qui est hyper inspirant également. Enfin, voilà, ça c'est deux personnes pour moi qui ont réussi, mais c'est pas juste réussi, qui ont su évoluer, qui ont su grandir, qui sont devenus vraiment des sources d'inspiration pour bien des gens autour d'eux. Et ça, je trouve c'est super admirable. Ok, écoute, je note tout ça et puis je tenterai de les contacter. Voilà. Super. Ok, écoute, on a fait le tour. Jessica, je te remercie pour ton temps et puis Avec c'était un grand podcast plaisir. vraiment très intéressant. Merci à toi, Seb. Écoute, à bientôt. Je te souhaite une bonne journée. À bientôt. Toi aussi, ciao. Ciao, ciao.